Bonjour, mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission Invité du week-end, comme je le fais tous les samedis, ou bien maintenant, si je ne suis pas là, vous allez entendre une autre voix, celle de Sambandoui, donc qui également, et les autres pour présenter cette émission, qui entre dans le compte de la rédaction de la Témoin FM. Merci mesdames et messieurs de pouvoir suivre nos programmes sur les antennes de la 107.0 et aujourd'hui nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir encore une personnalité très forte, donc une dame du nom de Koumba Keïta. Elle est la secrétaire exécutive de l'ASIES. Koumba Keïta, bonjour. Bonjour Ansou, bonjour aux auditeurs et auditrices de la Témoin FM, merci d'être là aujourd'hui. Alors Koumba, on va discuter de plusieurs sujets, thématiques liées évidemment au VBG, violence basée sur le genre, mais aux mutilations génitales féminines. Ce projet s'inscrit évidemment dans le cadre logique d'un partenariat par le Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, et puis le ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, si je me trompe. Peut-être que le genre n'existe pas parce que ce terme, ça fait beaucoup de débats. Alors, Koumba, de façon générale, vous êtes la secrétaire générale de l'Association des juristes sénégalaises. Qu'est-ce qu'on peut retenir d'emblée dans la lutte que vous menez toujours, disons, pour le respect des droits de ces couches vulnérables, en l'occurrence des femmes, des violences basées sur le genre, effectivement, puisque vous êtes tout le temps à chef-d'œuvre. Ce travail qui a commencé ne finira jamais. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir de ces actions qui entrent dans le cadre de l'UNFPA et le ministère de la Santé, le ministère de la Femme? Merci Ansou. Donc, l'AGS, comme vous le savez, est là pour la promotion, la protection des droits des femmes et des enfants en particulier. Et dans le cadre de ce projet, c'est le Fonds des Nations Unies pour la population, l'UNFPA, et la direction de la famille et de la protection des groupes vulnérables du ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants qui ont mis en place ce cadre, cette convention qui rentre dans la mise en œuvre d'un plan de travail avec une troisième phase sur un programme conjoint sur les mutilations génitales féminines qui a commencé en 2019 et qui va finir en 2023, donc bientôt. Donc on est à la troisième phase et pour les premières et deuxième phases, nous avons eu une collaboration avec l'UNFPA, avec la direction de la famille, collaboration qui consiste à faire des activités de sensibilisation, à faire des activités de vulgarisation, mais aussi à faire des activités de prise en charge de ces victimes. Parce que quand on dit victime de violences basées sur le genre, ou bien lutte contre les mutilations génitales féminines, il faut mettre en place un système de protection. Et dans ce cadre-là, nous avons l'appui de ces deux partenaires pour prendre en charge ces victimes, mais avant la prise en charge, on fait de la sensibilisation pour éviter vraiment que ces violences-là aient beaucoup de tournures ou bien aient une grande ampleur. Donc c'est dans ce cadre que nous avons eu à faire beaucoup d'activités avec eux qui consistent à des émissions radio comme celle-là, des causeries, des journées portes ouvertes et d'autres activités de formation pour vraiment sensibiliser, vulgariser et mettre en place un système de protection de ces victimes. Alors, Koumba, récemment, on a fait une autre émission ici dans ce studio où vous intervenez par rapport au taux qu'on a entendu de violence basée sur le genre et de viol surtout au Sénégal. Dans le cadre des MGF, mutilation génitale féminine, les statistiques aujourd'hui sont, disons, quasi invisibles. Peut-être que vous traitez certains dossiers avec beaucoup de confidentialité. Mais est-ce que les statistiques montrent que autant les violences de façon générale que vous avez dénoncées, mais les mutilations génitales aussi est une problématique à la longue par le passé même un sujet tabou. Comment vous y parvenez à travailler, à sensibiliser, à continuer à faire vos actions si on sait qu'il y a certaines normes et coutumes qui sont jusque-là intouchables dans certaines sociétés? Oui, effectivement. Et dans les zones où vraiment ces pratiques sont très récurrentes, l'AGS mène un travail de terrain au niveau des communautés. Parce que quand on dit mutilation génitale féminine, il faut se dire que c'est dans la zone sud et nord
où c'est très accru. Dans la région de Sédhiou, Kolda, Matam et Kédougou. Vraiment, là-bas, c'est des pratiques qui sont là-bas, qui sont persistantes. Mais il faut dire qu'il y a eu beaucoup de recul. Parce que la loi de 1999, qui a fait une modification du code pénal, a apporté, comme on dirait, un point salvateur. Parce que c'est cette loi même qui a incriminé les mutilations génitales féminines. Parce qu'avant de cette loi, les mutilations génitales féminines n'étaient pas une infraction. Depuis cette loi-là qui est là, il y a eu beaucoup d'avancées pour la lutte contre les MGF. Parce que autant on avait un problème de dénonciation, mais on a remarqué qu'avec la vulgarisation, avec la sensibilisation des communautés, ces pratiques tendent à disparaître. Même si dans certaines zones, c'est des coutumes qui sont tellement ancrées que ce ne sera pas si facile de les éradiquer. Mais il y a eu beaucoup d'évolution. Il y a eu beaucoup d'acquis en matière de lutte contre les MGF. Et dans le développement de votre programme, est-ce que sur le terrain, vous pensez à collaborer, à discuter, à aller vers ces chefs coutumiers religieux, les sensibiliser, comme vous le faites par exemple dans d'autres actions qui est différente de cette question sensible? Si on le fait déjà dans les zones où ces pratiques sont plus récurrentes, nos coordonnatrices de droit ont une approche vraiment communautaire. Elles font beaucoup de sensibilisation. Elles font des visites, des VAD, des visites à domicile. Elles font aussi beaucoup de causeries. Il faut dire que dans ces zones-là, c'est des régions avec des coutumes, avec des pratiques tellement ancrées. Oui. Donc, mais on essaie vraiment avec nos sœurs qui sont dans ces zones de faire un travail vraiment très important là-bas. Est-ce que souvent si vous approchez, ne voyez-vous pas peut-être de risque que ces cas, parfois avec votre proximité avec certains religieux ou bien certains chefs coutumiers, continuent peut-être ou bien se transforment en une amitié sincère jusqu'à ce que parfois des personnes prennent ces personnalités comme refuge? Oui, là on est d'accord parce que au Sénégal il y a des réalités. Mais la GIS a la chance, quand on va quelque part, quand on sensibilise, on va d'abord voir les chefs coutumiers et les chefs religieux dans chaque zone. Et on a une certaine notoriété telle que ces chefs coutumiers ou ces chefs religieux au moins nous prêtent une oreille attentive. On a réussi, parce que dans la zone de Kolda, on a fait là-bas un travail remarquable au niveau de ces chefs-là. Les MGF ont le taux de mutilation génitale féminine a baissé dans ces zones parce qu'il y a un travail de terrain qui a été fait par la GIS, mais aussi avec d'autres acteurs en synergie, vraiment pour mettre fin à ces MGF. ACMBFF Koumba Geïka, je rappelle qu'elle est la secrétaire exécutive de l'association des juristes sénégalaises que nous entretenons aujourd'hui ce samedi 24 décembre 2022. Et puis à la technique, nos techniciens sont d'accord sur le sujet qui a fait donc débat partout. Évidemment, dans ce programme, vous avez pensé à une stratégie que je trouve un peu innovatrice, c'est le fait de mettre en place des lignes vertes. Comment ça se passe? Oui, à travers ce partenariat que j'ai cité tout au début de mes propos, l'AGIS a mis en place une ligne verte depuis 2008 avec un autre bailleur. Maintenant, dans la phase de lutte contre les MGF, nous recevons un appui de la direction de la famille et de l'UNFPA. Donc c'est cet appui-là qui permet de prendre en charge les cas que nous recevons au niveau de la ligne verte. C'est un numéro vert qui couvre le territoire national. Donc dans les zones où la GIS n'a pas de boutique de droit, nous recevons des appels de ces communautés et qui sont pris en charge à travers donc, de cette ligne verte qui est appuyée par l'UNFPA à travers la direction de la famille. Alors, cette ligne verte, c'est vrai, mais
comment traitez-vous les cas de viol, c'est vrai, mais mutilation génitale féminine, comment est-ce que vous parvenez? Parce que il y a certaines qui sont intimidées par leur famille, par leurs parents, par le faiseur de cette pratique, disons ancestrale entre guillemets, parce qu'il y a ceux ou celles qui l'adoptent jusque-là dans la tête. Ce sont des réalités parce qu'on nous rappelle un passé récent. Comment est-ce que vous arriviez à détecter ces cas, ou bien c'est des personnes qui viennent vers vous pour leur exposer les mésaventures qu'elles ont vécues? Oui, déjà, pour traiter des cas, il faut que ces cas-là soient dénoncés. Si nous recevons une victime, une mère de famille dont la fille a subi une mutilation, là, on peut faire une action en justice en ayant le certificat médical, en ayant un avocat pour avoir le suivi, pour avoir une sanction. Mais comme vous l'avez dit, ce n'est pas tout le temps facile. Parce qu'en général, celles qui pratiquent l'excision, ce sont les membres de la famille. C'est la grand-mère, c'est la tante ou la maman. Si les cas arrivent à notre niveau, c'est pas parce que les mères ne sont pas d'accord, les mamans. Donc si nous, on a des cas, nous gérons, nous faisons une plainte avec l'accord de la maman et nous référons à un avocat pour le suivi. Mais il faut dire aussi que même pour la mutilation génitale féminine, les sanctions ne sont pas à chaque fois appliquées à la lettre. Okay. Vous avez constaté que la justice ne va pas trop loin dans ces dossiers. Effectivement, on voit qu'il n'y a pas, la loi ne sanctionne pas trop sévèrement, vu peut-être les zones où elles sont pratiquées, vu les coutumes. Parce que dans certaines zones, une femme qui n'a pas subi cette mutilation ne peut même pas faire à manger. Donc c'est des pratiques, oui. Il y a des zones, une fille qui a des considérations vraiment anthropologiques, des considérations qui sont des pesanteurs socioculturelles. Mais nous, comme nous sommes dans nos structures, quand nous recevons une victime de mutilation génitale féminine, nous faisons un accompagnement comme toutes les autres victimes de violences basées sur le genre. Alors, violence basée sur le genre, c'est sujet très vaste. C'est mutilation parce que c'est extrêmement important de parler de mutilation parce que on sait que c'est des pratiques avec lesquelles vous allez combattre pour sa disparition, mais la réticence, elle est là. Est-ce que vous pensez un jour que vous allez lever cet équivoque? Oui, avec l'appui de toutes les communautés, l'appui de l'État et l'appui des bailleurs. Et au moment où je vous parle, il y a un séminaire de 4 jours qui vient de se terminer à Saly avec l'UNICEF, l'UNFP et la direction de la famille, vraiment pour la 4e phase de ce programme de lutte contre les MGF. Et en espérant un changement de mentalité. Oui, surtout. Un changement de mentalité. Ça, oui, si on a un changement de mentalité, parce que peut-être au départ, les dames qui le faisaient, les grand-mères, c'était des dames qui étaient... Bon, c'était du temps entre 80 et 90 jusqu'à peut-être les années 2000. Oui. Mais maintenant, les sociétés ont évolué, les gens ont évolué. Vraiment, on espère qu'il y aura mutilation génitale zéro parce que les gens savent les conséquences néfastes que ces mutilations... Les approches ont changé également. Les approches ont changé. Les conséquences néfastes que ces mutilations ont sur les femmes. Donc, ils se sont rendus compte qu'il y a un aspect médical maintenant qui est là et qui doit être pris en compte. Pourtant, dans vos plaidoyers, cela ne manque pas que vous alertez sur les rendus des tribunaux, sur des cas, que ce soit de viol physique, moral ou des mutilations génitales. ASIES, association de juristes, quand même, vous ne manquez pas de pouvoir taper du poing sur la table parce que vous maîtrisez, disons, ce chemin. Vous êtes de ces hommes des femmes qui connaissent le droit. Oui, nous, quand on a des décisions où on n'est pas où la victime estime que son droit n'a pas été respecté ou le droit n'a pas été dit,
nous avons la possibilité de faire un appel. Maintenant, pour ces mutilations génitales, il faudra juste avoir le nombre de cas qui ont été jugés au niveau des tribunaux. Et là, comme vous l'avez dit, faire du bruit et dire que c'est une loi qui est là et qui doit être appliquée strictement à la lettre, vu les conséquences dont j'ai plutôt énumérées. Donc, en tant qu'association de défense des droits des femmes et des enfants, nous insistons à ce que les textes de loi, les règlements, tout ce qui est règlement et normes soient vraiment appliqués. Alors, dans les plaidoiries, disons, de la mise en place de ce projet, avec bien sûr vos partenaires, également les VBG de façon générale, c'est une question que vous maîtrisez le plus, que vous en parlez le plus. Qu'est-ce qui doit changer comme approche? Qu'est-ce qui doit être fait encore pour que finalement toutes ces statistiques dont on parle, dont vous avez évoqué par le passé, puissent être de mauvais souvenirs et qu'on n'en avance pas, parce que le constat est que vous avez été unanime ou disons quelquefois divisé sur le rendu des justices par rapport à des questions de violence, de viol surtout, tel que le nombre 258, 253 vous avez cité par le passé il y a quelques mois. Est-ce que l'approche doit changer pour que tout puisse entrer en ordre? Oui, l'approche est là, mais on doit l'améliorer. Comment l'améliorer? C'est de mettre en place une grande offensive de la communication. Parce que dans nos perspectives, dans les projets à venir, nous allons nous baser sur des activités de communication avec la presse. Comme c'est la presse qui relaie, qui informe les populations, ça sera une autre approche. Toutes les activités qu'on va faire, on va beaucoup faire de communication avec la presse même, qui sera informée des tenants et des aboutissants, mais aussi des cas qui sont là. Parce que des fois, on se rend compte que c'est l'information. Des fois, l'information, on le donne comme fait divers, donc tout banal. Donc, d'où le lieu vraiment de sensibiliser sur la gravité de ces violences-là qui ont des conséquences très néfastes. Et l'autre approche aussi, on le fait, mais on veut accentuer aussi cette approche, aller vers les religieux, les chefs religieux, que ce soit l'Église, que ce soit l'islam. Parce que nous sommes dans un pays où c'est un pays vraiment avec des religions qui sont là et ancrées. Même si on est une république laïque, les gens sont très, sont très à côté de leur religion. Donc nous allons faire beaucoup de sensibilisation au niveau de la presse, au niveau des chefs religieux et coutumiers, mais aussi nous allons, comme nous avons l'habitude de le faire, nous allons aussi à la base sensibiliser encore davantage, parce que il n'est jamais assez de sensibiliser, surtout dans les zones les plus reculées. Parce qu'il ne faut pas oublier que on est dans un pays où on a beaucoup de personnes analphabètes, déjà qui ne sont pas allées à l'école, à fortiori qui ne connaissent pas leurs droits. Donc ça aussi, ce sera vraiment une communication accrue et axée sur tous ces acteurs, mais aussi sur les acteurs judiciaires, ceux qui rendent la justice. Ce sont des personnes qui ont été formées, mais est-ce qu'ils ont eu une formation sur ce que c'est que ces violences-là basées sur le genre? Donc nous allons faire beaucoup d'approches sur tous les secteurs et sur toutes les personnes et les secteurs qui sont autour de ces violences-là. Que ce soit l'information, que ce soit la justice qui rend les décisions, que ce soit les communautés, que ce soit les religieux qui font les prêches dans leur mosquée ou à l'église. D'accord. Mais Koumba, vous conviendrez avec moi que l'approche, même si tout ça devait entrer en ligne de mire dans ce projet, que cela pose problème depuis la promulgation de la loi criminalisant le viol en 2020, vous avez constaté nettement avec moi que
on ne condamne plus, les dossiers sont très lents, et beaucoup de tournures parce que le mot criminalise pose problème dans la tête de certains justiciables peut-être. Bon, ça ne peut... Peut-être qu'ils n'ont pas encore eu connaissance de cette loi-là, parce que, comme j'ai l'habitude de le dire, Anso, même le vol de bétail est un crime, a fortiori le viol, qui est une atteinte extrêmement grave à l'intégrité de la personne humaine, que ce soit une fille, que ce soit un garçon. Vraiment, c'est une infraction qui est très inqualifiable. Et on sait que les populations ne se sont pas encore peut-être appropriées de cette loi. D'où la nécessité de faire beaucoup de sensibilisation, beaucoup de vulgarisation. Et à chaque fois, j'ai l'habitude de le dire, une sanction, quand on sanctionne une infraction, c'est pour pousser la société à ne pas faire à ne pas commettre ce délit. On dit que on ne prend pas une sanction seulement pour sanctionner cette auteur, mais on sanctionne la société à travers cette personne-là. Et c'est bien vrai que les cas de viol sont au niveau des cabinets d'instruction, ce qui est normal, parce que c'est un crime. On a pu avoir quelques décisions au niveau du tribunal de grande instance de Diourbel et de Kaolack. On attend les autres juridictions. Mais dans tous les cas, nous avons eu des décisions satisfaisantes. Parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont été condamnées coupables de viol et de pédophilie et condamnées au minimum de la peine, c'est-à-dire 10 ans. Maintenant, il y a un autre travail à faire. Oui. C'est avec les acteurs de la justice. On a déjà commencé et il y a un projet qui est axé spécialement sur la loi criminalisant les viols et la pédophilie. Vous pensez que si vous mettez, si ce projet-là arrive, peut-être que les rendus dans les tribunaux, le taux va augmenter? Oui, le taux va augmenter et nous voulons même autre chose. Nous voulons que les cas de viol soient jugés dans un délai bien déterminé. Spécial. Oui. Ou bien au moins dans des délais bien déterminés. Que les instructions ne soient pas indéterminées. Oui. Par exemple, si on a un cas de viol, disons dans 1 an maximum, parce que c'est un délai raisonnable pour au moins juger ces cas-là qui portent atteinte à l'intégrité physique et morale de la personne. Koumba Gaïka, secrétaire exécutif de l'Association des juristes sénégalaises que nous recevons ici. Koumba, l'autre question c'est votre position dans les semaines dernières où nous avons vu votre rencontre au niveau de la place du souvenir de la maison de la femme, donc où la position surtout de la présidente de l'ASIES, Abi Diallo, n'a pas varié sur la violence faite aux femmes. Elle est restée intransigeante, alors que par le passé, c'est pas comme ça. Chacun essaie d'analyser de sa manière et puis on n'a pas une position unanime. Elle l'a dit sur la tribune, elle insiste, persiste, elle a signé que les violences, quelque nature que soient, elle condamne et qu'elle n'est pas d'accord par rapport à ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale. Quelle lecture? Oui, la lecture, donc, c'est la lecture de la membre de l'AGIS, mais de la secrétaire exécutive. Nous avons harmonisé nos positions. Oui. Parce qu'avant qu'elle aille à l'émission, à la télé, ou bien avant de faire le point de presse, c'est toutes les aînées de l'AGIS, les anciennes, que ce soit Tata Diorfal, que ce soit toutes les anciennes. Vous avez discuté en interne? Présentes, on a discuté à l'interne. Et c'est même ça la position de l'AGIS. Nous condamnons toutes les violences, que ce soit verbale, que ce soit physique, que ce soit morale. Donc notre position a toujours été la même. Peut-être que des fois on ne se prononce pas sur des cas très précis. Et même là, quand nous nous prononçons, nous parlons de manière générale. Nous ne faisons pas de parti pris. Nous ne sommes pas d'accord sur aucune forme de violence, que ce soit une violence faite aux enfants, mais plus particulièrement des violences qui ont été faites à l'encontre des femmes. Mais nous ne cautionnons aucune forme de violence et
et comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes une organisation apolitique. On n'est d'aucune obédience politique, ni du parti du pouvoir, ni du parti de l'opposition. Nous défendons les intérêts des femmes et des enfants. Les couches vulnérables. Maître Georgiane, sur ce même plateau aussi, a réaffirmé, quand on l'a interpellé sur la question que depuis le cas de viol, de supposé viol entre la masseuse Adji Sarr et Ousmane Sonko, que l'ASIES a eu à rencontrer, elle a fait cette révélation, Adji Sarr, qui est venue en tant que femme. Vous l'avez écouté, comme ce que vous faisiez à tous vos clients. Vous l'avez écouté et vous savez comment est-ce que vous allez travailler dans ce dossier, mais vous ne voulez pas faire de la politique ni de crier par-ci par-là, parce que ASIES, c'est la confidentialité. Oui, comme vous l'avez dit, c'est la confidentialité. On est tenu par la confidentialité. On ne peut pas dire... on est d'accord que cette affaire-là a été médiatisée, beaucoup médiatisée. On a reçu beaucoup... On nous a taxé de beaucoup. On vous a même tapé dur. On a tapé dur, mais on reste dans notre logique. Que ce soit Adji Sarr, que ce soit une autre victime, nous restons les mêmes. Nous recevons les mêmes, nous recevons toutes les couches vulnérables, nous recevons toutes les victimes de violence et nous leur offrons les mêmes services. On ne fait pas de distinction. Et nous recevons, à chaque fois, je l'ai dit dans un plateau, nous recevons des cas tellement sérieux, des cas tellement graves, qui concernent des cas tellement sensibles, qui concernent des autorités, que ce soit des autorités étatiques, que ce soit des autorités religieuses, que ce soit des, entre guillemets, des stars. Mais vous n'entendrez jamais pas l'ASIES en parler parce qu'on est tenu par la confidentialité et on ne peut pas, à chaque fois qu'on reçoit une victime, aller à la presse, devant la télé ou bien à la radio pour dire que effectivement nous avons reçu telle personne, nous lui avons proposé tel. Ça, ce n'est pas notre rôle. Nous restons dans notre logique. Depuis 1974, des femmes juristes au service du peuple et nous le faisons pour toutes les femmes qui viennent dans nos bouts de droit sans distinction de race, ni de sexe, ni de religion, ni d'appartenance à une partie politique. Voix autorisée également, voix autorisée. Donc si on vous taxe de tout ça, donc cela veut dire que vous êtes, disons, vous restez droit dans vos bottes, que le moment de communiquer vous communiquera et que personne ne va vous pousser parce que beaucoup pensent que vous avez trop attendu avant que Maître Georgiane ne prononce que vous avez en tout cas écouté une des parties dans cette affaire. Oui, les gens, on peut leur accorder parce que chaque personne, les gens peuvent avoir leur opinion. Mais avant de communiquer sur une telle question, sur une ou une autre question bien déterminée, l'ASIES a l'habitude de se concerter. Donc on ne parle pas parce qu'il y a une victime telle ou telle, et il y a d'autres victimes qui sont là, qui sont médiatisées, et pourtant on ne nous a pas encore dit pourquoi l'ASIES n'a pas parlé, alors que nous défendons, quand on parle, parce que nous jugeons opportun de parler, parce qu'il y a eu beaucoup de cas de violence qui se sont passés, et nous avons estimé nécessaire que c'était le moment vraiment de faire ce point de presse-là. N'empêche, nous restons, comme tu l'as dit, nous restons droit dans nos bottes, nous restons dans notre logique d'intervention et nous sommes là pour la population. Même si on ne nous entend pas à la télé ou bien à la radio, c'est parce qu'on est tenu par cette confidentialité-là qui fait la force de l'ASIES. Donc vous choisissez vos moments de communiquer, de parler, d'agir sur une chose. Oui, on le choisit en fonction du contexte, en fonction de l'opportunité. Et dans le cas d'Adji Sarr, notre chargé de com avait fait une ITV, Ami Sarro, donc qui a quitté bientôt 1 an. Elle en avait parlé dans une chaîne YouTube qui a été reliée. Là, on a parlé un peu tard, mais on a parlé sur ce cas spécifiquement. Et comme je le dis, comme je le rappelle, on ne parle pas spécifiquement sur des cas. Même concernant l'affaire de l'Assemblée, on généralise. Nous ne défendons pas une femme, un enfant, un homme ou autre chose. Nous défendons une cause. Mais Kouba, il faut être d'accord qu'il y a des cas où vous ne pouvez pas attendre au moment où tout le monde en parle. Vous adoptez le silence ou la stratégie ou le discuter en interne, alors que le moment n'attend pas. Non, il faut nous reconnaître
qu'on est une association, on a des membres, on a un bureau, on a un conseil d'administration. Et malgré tout ce qu'on nous a reproché, on a beaucoup entendu, on ne pouvait pas se prononcer sur ce cas-là. Déjà, on est jusqu'à présent tenu par la confidentialité, donc on ne peut pas, une affaire pendante en justice, une affaire où on est tenu par la confidentialité, d'aller révéler des choses ou autres. Donc on est tenu par cette confidentialité, ce qui nous a poussé à ne pas en parler au moment venu. À ne pas en parler au moment venu. 107.0 Témoin FM. Aujourd'hui, c'est le samedi 24 décembre 2022. Nous recevons dans ce studio, vous qui venez de nous prendre en cours de cette émission, Koumba Gaïka, de son nom. Elle est la secrétaire exécutive de l'Association des juristes sénégalaises. Donc, Koumba, nous discutons des sujets des MGF, mutilation génitale féminine, qu'on a, disons, parlé quelques lignes parce qu'on ne peut jamais boucler ces questions. Et puis, la violence basée sur le genre, le cas du viol proprement dit. Donc, on a évoqué également le numéro vert. Mais Koumba, Aziès, je crois que l'actualité oblige. Aziès n'a pas reçu de fonds Covid. Non, fonds Covid, non, on n'a pas reçu de fonds Covid. Durant la Covid, les partenaires qui nous appuyaient nous ont donné des fonds qu'on a remis à travers des kits de dignité aux personnes vulnérables qui fréquentaient nos boutiques. Et nous avons été la première association de femmes à faire ce geste. Et toutes les autres associations, que ce soit même le ministère de la Famille, a pris exemple de la geste pour faire ces dons-là. Nous avons ces fonds des bailleurs qui nous ont autorisés à prendre ces fonds destinés à dérouler des projets pour les donner à des victimes qui fréquentaient nos boutiques de droit et qui étaient des personnes donc vulnérables. Si on a évoqué cette question parce que ça fait de l'actualité, tout le monde en parle déjà, les milliards que les gens se la coulent douce, quelque part entre Dieu. Donc on peine à justifier des dépenses faramineuses de coups de milliards. C'est vrai que c'est pas le sujet, mais une lecture de l'actualité. Est-ce que vous pensez que la gestion de la fonds Covid, des fonds Covid, autant pour moi, les révélations faites par la Cour des comptes des malversations, comment est-ce qu'en tant que juriste vous analysez? Est-ce la sortie du directeur hier de la semaine, durant la semaine, le dimanche exactement, du directeur de l'École nationale d'administration, pointant du doigt la nomination de certains sortants de l'école, des cadres qui ne maîtrisent pas la gestion des DAGE et consorts, et que tout ça, on doit le reprendre et qu'on doit choisir comment on nomme des personnes, pas sur la casquette bien sûr de l'ASIES, mais vous étudiez cette question en tant que citoyenne sénégalaise. Bon, en tant que citoyenne sénégalaise et juriste, je dirais que l'argent public dépensé doit être justifié. Ça, c'est même ça fait partie des règles élémentaires et des principes même de bonne gouvernance. C'est la moindre des choses. Nous qui ne sommes pas une organisation publique, c'est une association, tous les fonds que nous recevons sont justifiés jusqu'au plus petit centime. Donc tous les fonds que nous recevons, on le justifie. Et c'est ça même qui fait la crédibilité de la GIES. A fortiori, une structure étatique ou bien un ministère. Donc vraiment la bonne gouvernance doit être de rigueur dans ce pays. Quand on gère des fonds publics, on a l'obligation de rendre compte. On a l'obligation d'avoir une gestion saine. Et on sait qu'il y a eu beaucoup de marchés et autres, mais quand on est accusé de quelque chose, si on ne l'a pas fait, il suffit juste de prouver le contraire. Oui. Si on a les pièces justificatives. Donc si toutes les pièces sont là, il n'y aura aucun problème pour ces gens-là. Mais les gens doivent avoir la culture de rendre compte de leur gestion, d'avoir une gestion saine, parce que c'est ça qui fait partie des 12 principes de la bonne gouvernance de tous les secteurs. Alors, cette fois-ci, la Cour des comptes dans cette affaire est partie trop loin, en citant des ministères, mais en citant les DAGE de leur nom et de leur demander publiquement à ce qu'une information judiciaire soit ouverte. C'est extrêmement grave, la gestion dans ce pays. Oui. Là,
là, c'est comme je l'ai dit tantôt, toutes les personnes qui gèrent ces fonds doivent rendre compte. Parce que la Cour des comptes, c'est un organe de contrôle qui est là vraiment pour contrôler tous les organes publics. Et on verra la suite de la procédure. Je ne peux pas me l'impression que le président Macky Sall, première institution de ce pays, a déjà un regard dans ce, parce que c'est lui qui autorise souvent la publication de ces rapports. Donc cela veut dire que Macky Sall ne voudrait pas, dans ce siège, protéger. Ne serait-il pas accusé complice si la justice n'est pas allée au bout dans cette affaire? Non, on ne peut pas l'accuser de complice parce que la justice va jouer son rôle. Donc maintenant, il y a le fait de poursuivre quelqu'un et d'avoir les preuves qui justifient ou qui prouvent son incrimination. Maintenant, ce sera à la justice de faire son travail et d'aller jusqu'au bout de la chose. Mais on ne peut pas poursuivre le président Macky Sall pour complicité. Donc lui, il a confiance, il a donné à des gens de gérer des ministères. Il ne peut pas être partout nulle part. Et ce n'est même pas possible. Parce que d'où l'importance de la décentralisation, de la déconcentration et de la séparation des pouvoirs. Donc toute structure publique gérée par une personne, elle a des obligations. Et parmi ces obligations, celle de rendre compte. Et quand on rend compte, quand il y a un rapport qui est là, qui épingle certaines structures, c'est à ces structures de donner les preuves que ce rapport-là, qu'il y a qu'ils ont tout fait ou bien qu'ils ont les moyens de prouver leur innocence. Si ce n'est pas le cas, donc la justice va dire le droit. Vous pensez que le droit sera dit? Oui, moi j'ai confiance à la justice. Moi j'ai confiance à la justice de mon pays. Et je dis que des fois les gens ne savent pas les tenants et les aboutissants. Parce que dans un dossier, il y a beaucoup de facteurs qui entrent en jeu. Donc moi, à mon avis, à mon intime conviction, je pense que la justice va faire son travail. Pourtant, la Cour des comptes n'a pas demandé grand-chose. Elle a demandé à fournir les pièces justificatives. C'est ça le problème. Ouais. Et les pièces doivent être là. Ah oui. Parce que si on effectue une dépense, mais ça c'est le plus élémentaire et les gens le savent. Donc je pense que cette affaire-là, la Cour des comptes et la justice ira jusqu'au bout et on aura, si les gens n'ont rien à se reprocher, donc les rapports seront rendus et s'il y a des gens qui sont incriminés, et là la justice aussi, elle va faire son travail. Donc, et comme vous l'avez dit, on ne réclame que des pièces justificatives. Si les pièces s'ils ont omis de mettre ces pièces-là, ils vont juste rectifier. Maintenant, si ces pièces-là n'existent pas aussi, ils vont rendre compte. Coumba Gaïka, secrétaire exécutif de l'association des juristes sénégalaises, nous avons, évoqué ce sujet d'actualité, mais nous allons continuer dans le débat proprement dit. Coumba, c'est aussi l'installation ou l'ouverture de votre 9e boutique de droit, guichet unique. Le projet Unifié fait partie également et le ministère de la Femme, c'est quoi ce guichet unique? Parce qu'il faudrait expliquer plus simplement dans ces rendez-vous, c'est quoi le guichet unique? On connaît boutique de droit, mais quand vous parlez de guichet unique, c'est quoi? Oui, le guichet unique, c'est un ensemble de services où il y a les structures de santé, où il y a les structures pour recevoir les jeunes, où il y a une structure pour financer les populations. Et dans ce guichet unique, il y aura la boutique de droit. La boutique de droit fait partie de ce package de services. Donc la boutique de droit est comprise dans ce guichet unique-là, où les populations de Gueule Tapée, Fass, Colobane, quand ils auront besoin d'un service de la santé, ils vont le trouver là-bas. Quand ils auront besoin d'un service administratif, ils vont le trouver là-bas. Quand ils auront besoin d'un financement, il y a un bureau qui est là-bas pour le financement. Et quand ils auront besoin d'une assistance judiciaire, il y a la boutique de droit de l'AGIS qui fait partie intégrante de ce guichet unique. Donc c'est dans le cadre de ce même partenariat avec l'UNFP et la direction de la famille que la 9e boutique de droit de l'AGS vient donc de naître. Elle vient d'être donc inaugurée au niveau de la commune de Gueule Tapée,
face Colobane. Ce sera comme toutes les autres boutiques de droit. Nous allons recevoir des victimes, nous allons faire de l'assistance, nous allons faire des conseils, nous allons faire des requêtes. Tout ce que les autres boutiques de droit font, la boutique de droit qui est au niveau du guichet unique va faire la même chose. C'est juste que c'est intégré dans un package de services avec d'autres structures, que ce soit la santé, que ce soit un service de financement pour les femmes et les jeunes. Alors, cette boutique, elle est installée dans le guichet unique, donc au niveau de l'Amérique tapée face Colobane. Est-ce qu'aujourd'hui, la nécessité de créer encore d'autres boutiques, parce que vous en avez à travers le pays neuf, toutes les régions, je crois qu'aujourd'hui, c'est une nécessité que les régions bénéficient des boutiques de droit. Quels seront les dispositifs ou disons les politiques managériales que vous menez envers les partenaires pour pouvoir élargir encore les boutiques de droit? Est-ce que vous y pensez? Ça, c'est notre combat quotidien. De tous les jours. C'est le combat de tous les jours de l'AGS. Parce que déjà, les boutiques, en plus d'être des centres d'accueil et d'écoute, c'est l'accès à la justice des populations. Parce que quand on a un problème de droit et on ne sait pas à qui se référer, les boutiques de droit jouent ce rôle-là, ce rôle d'écoute, d'orientation et d'accueil de la population en général. Quelle que soit la matière du droit. Et nous avons dans l'optique, et ça ce sont les perspectives. Nous voulons vraiment dans chaque chef-lieu de région une boutique de droit. Donc nous en avons 3 à Dakar et 6 dans 6 autres régions. Et il y a des zones où la demande elle est là. Nous recevons beaucoup de personnes quand nous faisons une activité ou bien quand nous allons danser dans les zones un peu reculées, c'est un besoin qui est là et c'est des populations, c'est des structures qui nous disent que vraiment nous avons besoin de ces bouts de droit pour que les populations au moins connaissent leurs droits et accès à la justice, mais et aussi c'est un moyen de sensibiliser. En dehors du fait de prendre en charge les victimes et autres, il y a cet aspect-là de conseil et d'assistance. Je suis une maman, je suis un papa. J'ai besoin que mon enfant ait un extrait de naissance. Le délai est déjà écoulé. Je ne connais pas qu'est-ce que je dois faire. J'ai une maison. Mon époux est décédé ou bien ma femme est décédée, on doit succéder, qu'est-ce que je dois faire? J'ai des problèmes de travail, j'ai des problèmes. Donc, toutes les matières du droit sont discutées au niveau de nos bouts de droit, en plus de faire de la prise en charge des victimes de violences et autres. Donc, c'est des centres d'écoute et d'assistance et d'orientation de toute la population en général. On ne fait pas d'exclusion, c'est toutes les populations qui viennent au niveau de nos bouts de droit et on sait que dans certaines zones où déjà il y a un manque de moyens criards, il n'y a pas beaucoup d'avocats qui sont là-bas, donc les bouts de droit joue un rôle de proximité de la justice. Mais comment vous parvenez à centraliser, par exemple, les dossiers des parties ou des zones où vous n'avez pas de boutique? Comment vous parvenez à centraliser leurs dossiers ou comment vous arrivez à diligenter leurs demandes vu que certains, c'est vrai, ils ont besoin d'assistance téléphonique ou d'échanges par autres supports, mais la présence physique ou de voir un membre de la boutique pour qu'il prenne en charge une question parce que à la maison on craint parce qu'on vous dénonce. On craint. Donc comment est-ce que vous parvenez à centraliser les cas et à gérer les dossiers? Oui, au niveau, comme on l'a dit tantôt, d'où l'importance et la nécessité de notre ligne verte. Par exemple, je donne une zone où on n'a pas de boutique de droit. Par exemple, à Louga, nous n'avons pas une boutique de droit. On a une boutique de droit à Kébémer. Si l'on reçoit un appel de cette zone-là, nous allons faire le suivi à travers la ligne verte, mais nous allons référer au niveau de la boutique de droit
de Kébémer, si la personne ou bien la victime a besoin d'un référencement. Nous gérons des cas à distance. Nous gérons des cas qui nous viennent de Tambacounda et de Kédougou. Et en plus de ça, la GIS a des parajuristes dans tout le pays qu'on a formés et qui nous servent de relais. Donc quand on a des cas qu'on gère à distance, on le gère avec l'aide de ces parajuristes. On le gère aussi avec l'aide des bouts de droit les plus proches. Et on en a beaucoup des cas que nous gérons par distance, par mail, par téléphone et autres. Et on arrive à commettre des avocats. Par exemple, la semaine passée, on a commis un avocat pour aller dans la région de Diourbel pour gérer un cas de violence. Koumaga, je ne le finirai jamais assez. Donc, je disais que je reçois une dame qui n'est pas comme les autres. Donc, Koumaga, secrétaire exécutive, vous aurez reconnu sa voix, cette pertinence donc de répondre à nos questions. Les juristes, elles maîtrisent bien leur sujet. Alors, Koumba, violence basée sur le genre. Dans certains contrées, le phénomène est trop patent et les cas sont masqués. La dénonciation devient une problématique. Parce qu'il y a la psychose derrière, la menace, il y a beaucoup de choses. Cette situation, comment est-ce que vous y arrivez à traiter des cas, mais aussi à s'imprégner de la situation? Parce que surtout aujourd'hui, vous avez dit, c'est vrai que vous ne dénoncez pas, vous êtes dans la confidentialité, mais il y a des gens qui vivent avec psychose au sein de leur famille parce qu'ils sont en train de subir toutes sortes de problèmes. Comment est-ce que ces gens-là auront le courage de venir vers vous? Nous dénonçons, Ansou. Nous dénonçons. On dénonce en faisant... Nous travaillons en parfaite synergie avec les forces de l'ordre, les forces de défense et de sécurité, que ce soit la gendarmerie, que ce soit la police. Nous avons beaucoup de cas qui nous sont référés par la gendarmerie ou par la police. Oui. Donc, pour que ces familles-là, pour que ces personnes victimes de violences puissent dénoncer, nous faisons, comme je l'ai dit, tantôt beaucoup de sensibilisation. Nous faisons des visites à domicile, nous faisons des forums, nous organisons des forats dans les zones les plus reculées. Nous faisons aussi des causeries. Et tout ça là, quand on le fait, c'est avec l'aide des Badjenogor, avec l'aide des parajuristes qui sont donc les relais de la GIS et qui sont formés sur les b.a.-ba des violences. Donc il y a beaucoup de cas de violence dont je vous parlais. C'était une Badjenogor qui a appelé une de nos sœurs, qui nous a appelé et qu'on a eu à référer un avocat. Donc nous avons beaucoup de points focaux aussi dans les zones où la GIS n'est pas, ou bien dans les zones où vraiment la violence est accentuée. Et c'est ces gens-là qui nous réfèrent ces cas. Mais nous faisons beaucoup de travail de terrain. Nous allons partout au Sénégal, dans les coins les plus reculés, pour les sensibiliser sur ces violences-là qui sont faites aux femmes et aux enfants. Si par exemple, un cas terre à terre, si par exemple quelqu'un vient dénoncer et que vous commencez à prendre cette affaire à bras-le-corps, à l'aider, à l'accompagner, à l'orienter, puisque vous n'agissez pas en justice, mais vous accompagnez la personne, vous le conseillez, si on a bien compris, vous conseillez, vous orientez, et vous mettez à sa disposition, s'il le veut, s'il le souhaite, un avocat. Et si la personne va jusqu'au début du dossier, elle dit qu'elle recule, qu'elle renonce à tout et que ce qu'elle a dit, c'était un coup monté, par exemple. Tous les cas de figure peuvent se poser. Comment est-ce que vous parvenez à s'en sortir dans ce dossier? Est-ce que vous ne trouvez pas, disons, quelque chose de frustrant, une frustration? Bon, des fois, on peut le dire que c'est un peu frustrant, mais il faut dire aussi qu'il faut respecter les décisions de la personne, parce que on aide et on sensibilise. Des fois, ça nous arrive. On a des cas. Là, je vous donne un cas que j'ai vécu. La maman était accompagnée de sa fille et son époux l'avait battue. Dès l'instant que sa fille entend que sa mère va porter plainte à son papa, là, elle a commencé à pleurer et autres. Et ça, c'est pour dire que c'est des cas qui nous arrivent, mais on essaie de sensibiliser. Parce que la violence en soi,
est un cycle. Quand une personne commence à violenter une personne, ça va devenir une habitude. On essaie de sensibiliser les femmes à ce que les violences soient dénoncées. Parce que c'est des cas avérés et réels. La violence est un cycle. Si la femme vient, on a une procédure, elle se désiste. Si elle désiste, alors que la plainte est déjà au niveau du parquet, là, l'action publique va continuer. Parce qu'on dit que le procureur, il est là pour la société. Moi, je peux me désister, mais le procureur peut poursuivre l'action parce qu'il défend les intérêts de la société. Mais des fois, il arrive avant même qu'on fasse une plainte, la dame, elle se retire. Mais nous, à chaque fois, on essaie de sensibiliser si elle était accompagnée de ses parents ou autres, vraiment de ce cycle de violence-là, et que si on peut déjà avoir la présence de l'auteur, on essaie de le sensibiliser. Si la femme ne veut plus poursuivre, mais il faut dire que l'AGIS ne fait pas de médiation en cas de violence physique. Quand une femme a été battue par une personne, on ne fait pas de médiation. On fait beaucoup de médiation en ce qui s'agit les cas de divorce et autres, mais quand c'est une violence physique à l'encontre d'une femme ou des enfants. Vous êtes favorable au diapotec? Parce que quand il y a un ITT déjà de 21 jours, quand une personne bat sa femme ou bien bat ses enfants de telle sorte que la femme a une incapacité qui dépasse 21 jours, là, ça devient grave. Et ce n'est même pas nous, hein. C'est la loi de 1999 qui a corsé les sanctions entre époux. Il y a une violence. Car nous sommes dans la dernière ligne droite, certainement, ce sera notre dernière question. Est-ce que parfois vous ne vous retrouvez pas dans un piège qui est posé par quelqu'un, vous, en l'orientant, en l'écoutant, en la conseillant? Est-ce que vous ne vous rendez pas compte que les arguments avancés pour, disons, parler de viol, quelque nature que ce soit, que cette personne-là n'est pas en train de nous dire la vérité? Vous revenez, est-ce que vous arrivez à déceler déjà les errements ou des manquements dans les premiers mots que vous tirez de... Effectivement, à force d'écouter, d'entendre les gens, à force de voir les gens, on reconnaît celles qui disent la vérité et celles qui ne disent pas la vérité ou qui relatent les faits de manière tronquée. Maintenant, on vous dit ce que la loi dit. Vous avez dit que vous êtes victime de viol ou autre. Si jamais cette infraction n'est pas avérée, l'auteur ou bien la personne que vous poursuivez peut à son tour vous poursuivre pour dénonciation calomnieuse. Et ça, je le dis. Il ne faut pas, parce que dans le cadre d'une de nos activités, il y a un homme qui s'est levé en me disant même, madame, et c'est les gens qui sont en prison, qui ont été condamnés pour tel... et qui, après 3 ans ou 4 ans de détention, ont été tout bonnement relaxés. Je leur ai dit, ce n'est pas notre rôle, nous, l'administration de la justice, c'est à la justice de mettre en place un système adéquat pour que les gens qui sont en détention soient jugés le plus rapidement possible. Mais également, vous, quand vous êtes victime de dénonciation calomnieuse, mais c'est la loi qui vous donne cette possibilité-là de porter plainte contre la personne qui vous a mis en prison. Donc, chaque fois, je le dis, quand la loi est là pour tout le monde, orga, erga, omnes. Donc, quand une personne, en se prévoyant de ses droits, me cause un tort, dès que la décision est rendue et que je suis acquittée, je vais faire une dénonciation calomnieuse à cette personne-là. Ça va déjà, ce sera un moyen de dissuader les gens qui fomentent tout un complot, pas parce que c'est des voisins
avec qui on n'a pas eu de bon rapport pour que cette personne-là soit jugée pour des cas de viol qui sont vraiment des cas très graves. Donc on ne doit pas jouer avec ces termes-là. Avec ces termes. Koumba Keïta, nous sommes au terme de ce rendez-vous d'échange quand même qui a été assez signifiant. On a fait beaucoup de lectures, en tout cas on a bien compris par rapport à un certain nombre de questions liées au MGF, aux violences basées sur le genre. Votre dernier message? Le dernier message, c'est vraiment de sensibiliser toutes les communautés, toutes les personnes à ce que ces violences-là basées sur le genre cessent. Ou bien même si on n'a pas, on ne peut pas avoir zéro violence, mais que le taux de MGF et de violence soit vraiment un taux très très insuffisant. Parce qu'il y va du développement de la victime de violence, mais aussi de la société et de notre pays. Parce que les violences ont des conséquences très néfastes, ont des conséquences sur le plan social, sur le plan économique et sur le plan psychologique. Donc vivement que ces violences-là soient de notre époque. Merci Koumba Keïta, alors secrétaire exécutif de l'association des juristes sénégalaises. Merci à tout le monde et un mot à l'endroit de la directrice, en tout cas des travailleurs de l'association des juristes m'ont chargé à vous dire de donner des congés. Elles vont se connaître à travers ce message. En tout cas, il y a celles ou ceux qui veulent des congés. Madame K ne fait pas partie. Alors, il y a ceux qui demandent des congés. Madame Abidjallo, il faut leur donner des congés. Merci à Koumba Keïta et merci également à l'UNFPA qui a rendu possible ce projet de l'association des juristes et du ministère de la Femme à travers la direction de la femme et de la protection des couches vulnérables. Merci à tous qui ont suivi ce rendez-vous d'information. Abdou Aziz Diop, Fatima Sambou sont à la technique réalisation Aruna Djedjou. Merci d'avoir suivi ce rendez-vous d'information. Nous vous donnons rendez-vous samedi prochain avec un autre invité dans un nouveau numéro. Merci et bonne journée. Mana kami